Serge, est-ce que tu as envie de t'exprimer là-dessus? Tu as beaucoup travaillé dans le secteur de l'éducation euh, il y a longtemps, mais est-ce que être citoyen, ça s'apprend? Et prends le micro. Oui, Est-ce que ça s'apprend ou est-ce que c'est quelque chose qui se vit ça s'apprend, mais aujourd'hui, l'école c'est un produit de consommation et c'est la démarche individuelle qui prime. C'est-à-dire que les lieux sont, de mon point de vue, où il y a des choses qui sont institutionnalisées, qui existent, des conseils de délégués, des conseils de lycéennes, etc. Des choses qui sont des coquilles qui ne fonctionnent pas beaucoup. Et l'apprentissage du savoir est individuel, malheureusement. Il y a certaines expériences où l'apprentissage du savoir et des connaissances se fait de manière co-constructive, coopérative ou autre, mais c'est très limité. C'est très limité. Et par contre, les adolescents, les jeunes, sont capables de se mobiliser spontanément ou bien aider dans des actions assez symboliques et généreuses et de produire. Je ne veux pas me citer, mais dans un établissement du 3e arrondissement, j'ai conduit pendant 3 ans des appariements avec l'Éthiopie où les élèves se rendaient sur place et travaillaient, c'est un grand mot, animaient des orphelinats d'enfants atteints du sida. Et les Éthiopiens venaient en France, etc. Et ça a créé une solidarité et ça a appris à vivre ensemble dans la différence. Mais les établissements scolaires aujourd'hui les lycées sont des établissements ghettos. C'est-à-dire que, alors parlons pas de l'enseignement catholique, ça c'est organisé. C'est organisé pour y mettre que les gens de la même classe qui sont capables de payer, et voilà. Et si on ne réussit pas, on est dehors et on a 100%. Enfin, je veux dire, sur Lyon, j'ai jamais vu autant d'établissements de ce type-là. Pas de carte scolaire, rien. Aujourd'hui, la carte scolaire, c'est un échec. Et ce qui fait marcher le moteur, c'est la différence. C'est-à-dire quand vous êtes de milieux sociaux différents, que vous apprenez à vivre avec d'autres personnes. Moi, mes enfants, ils m'ont suivi dans tous mes établissements. Et ils me remercient maintenant, dont Jacques Brel, Vénissieux, puis d'autres. J'étais un peu le spécialiste des établissements comme ça. Et ils me remercient maintenant en disant on a appris à vivre avec d'autres. On a construit des choses ensemble. Mais aujourd'hui, de mon point de vue, parce que j'ai plus d'expérience et puis que mes petits-enfants, ils sont en 6e. Donc. Mais c'est vrai que là, il y a un vrai problème. Il n'y a pas de carte scolaire, pas de mixité sociale. D'autres interventions dans la salle? Là, devant. C'était juste une question pour savoir quel type de projet s'est fait depuis à Saillant, depuis ce nouveau conseil municipal, enfin, cette consultation. J'ai oublié le terme. Voilà. Oui, c'est pas très grave. Alors du coup, ça permet de rebondir un peu sur la discussion qui a eu lieu juste là. Les gens se rencontrent du coup à Saillant. Et les gens se rencontrent autour d'un projet, autour de des projets qu'ils ont choisi de mener ensemble. C'est pas des groupes de pairs, c'est pas des amis qui se retrouvent, c'est vraiment le sujet qui amène autour de la table du coup des gens très différents. Je suis sûr qu'on a déjà eu autour de la table des gens qui étaient encartés Front National, assis à côté de personnes qui étaient encartées au Front de Gauche, et que ces gens-là ont réussi à se mettre d'accord assez facilement sur tel ou tel projet. Je pense qu'en fonctionnant de cette manière-là, on arrive à casser certains repères déplacés, je dirais, qu'on s'est les uns les autres construits. Je pense que cette manière de fonctionner est une des réponses au vote refuge dans le Front National, par exemple.
je pense que lorsqu'on se rencontre et lorsqu'on travaille ensemble, on a plutôt tendance à s'élever vers la lumière que de s'enfoncer vers l'obscurantisme. J'ai cette croyance-là. J'ai la croyance que, effectivement, tous ces gens qui finissent par se rencontrer, finissent par se découvrir et que ça fait tomber beaucoup de préjugés, de peurs, et ces choses-là. J'ai attaqué la méditation il n'y a pas très longtemps. J'ai fait mon premier stage il y a quelques mois et donc du coup je suis aujourd'hui complètement incarné. Voilà. La révolution extérieure commence d'abord par une révolution intérieure. Hein. Ça peut paraître une phrase un peu gadget, mais c'est vraiment vrai. Et je suis aujourd'hui pleinement convaincu de ça. Je ne vais pas toucher la grâce encore, hein. C'est peut-être pas encore suffisamment longtemps que je fais de la méditation, mais je commence à toucher. Voilà. Quel projet? Alors du coup on a tout type de projets. On a des projets qui sont de l'ordre de la crotte de chien. Qui sont vraiment voilà, des gens qui râlent parce que les propriétaires des chiens ne ramassent pas les crottes. Et voilà, donc ça peut commencer par là, et ça peut aller jusqu'à la détermination d'un plan local d'urbanisme, un PLU participatif. Vous voyez, un projet éminemment politique. Donc tout va dépendre du coup alors même pas du niveau d'expertise, mais en tout cas du niveau d'expertise dont va se doter le groupe d'habitants qui s'est mis d'accord sur un projet. Donc ça peut commencer par des choses vraiment du quotidien, pas très politiques, et arriver petit à petit vers des choses éminemment politiques. Et je suis persuadé, mais alors absolument persuadé, est-ce que c'est lié à la méditation ça? Non. Qu'il y a une espèce de montée progressive en expertise de ces groupes, et que petit à petit, ces habitants s'autorisent d'avoir des projets politiques. Enfin, politiques, les crottes de chien, c'est un projet politique. Hein. C'est la vie de la cité. Hein. Mais en tout cas, que les gens s'autorisent petit à petit à avoir des projets, j'aurais du mal à les qualifier, mais des projets ambitieux, plus nobles, plus... Enfin voilà. Et je pense réellement, et c'est pas que je pense, c'est que je l'observe, que les projets ont de plus en plus de... Je m'enfonce à chaque fois dans des adjectifs que j'arrive pas à vous trouver, c'est très pénible. Mais voilà. Mais c'est pour ça, c'est le côté participatif. C'est fini les salles de cinéma. Je sais pas qui organise ce genre de rencontre là. Faut arrêter avec ces dispositions de salles là. Hein. Je pense que vous n'avez pas eu le choix. Mais les intervenants sous les projecteurs à 48 degrés et les autres dans la salle qu'on voit pas, on vous voit même pas. Vous êtes là? Oui. Ouais. Voilà. La lumière est à fond dans la salle en fait. Je sais plus du tout ce que je racontais. Si, du coup, je pense vraiment qu'il y a une montée en expertise effectivement. Petit à petit. Moi, j'ai accepté, à 43 ans, de ne pas voir l'avènement de ce nouveau système démocratique. Ça va prendre plus de temps que ça. Voilà. Donc, je crois que c'est un long chemin, et un chemin qui va nécessiter patience, persévérance, et des animateurs centrés. Vous voyez, pour que les gens prennent pas le pouvoir, du coup, il faut des animateurs à chaque fois. C'est leur boulot. Mais sur les projets, est-ce qu'il y a quand même pas au niveau d'une commune des projets qui finalement sont des projets obligés, des projets un peu qu'il faut faire mais sur lesquels personne n'a vraiment envie de bosser? Donc c'est pas toujours ce qu'on veut, j'imagine. Alors c'est là où on arrive à toucher du doigt plutôt le niveau de la concertation, c'est-à-dire qu'il y a un projet qui arrive, qu'il faut faire, des projets d'urbanisme, enfin ouais, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire, et plutôt que de le faire en réfléchissant à deux, voilà, l'idée c'est d'ouvrir la réflexion et profiter de l'intelligence collective et de l'ouvrir aux habitants. Et puis il y a d'autres projets qui sont beaucoup plus émergents, qui ne sont pas des projets forcément fondamentaux pour le village, mais en tout cas qui certains commencent à l'être, et qui du coup émergent directement des habitants. Je voulais que je peux pas vous faire la liste, il faudrait que je vienne un jour avec une liste des projets. On en a à peu près à 25. Ça va des pots de fleurs au compost collectif, à l'extinction des feux la nuit, avec l'arrivée du loup hein, quand même. Hein. Ça n'a pas été simple, hein. C'est un village de rural, Saillant. Hein. Il y a des gens qui ont vu le loup hein, quand même, hein, du coup, rentrer dans le village. Hein. Monter des cambriolages et du coup de l'insécurité, quoi, du coup, assaillant. Il faut venir voir. Hein, voilà, il y a tout type. Il y a eu à peu près je dirais qu'aujourd'hui, on doit être à peu près à 25 projets portés par des habitants et qui ont abouti soit un succès, soit un échec. Micro devant, là, s'il vous plaît. J'ai encore une question au fond d'abord. Et ensuite j'arrive. Bonsoir, Rock, 34 ans. Pour ma part, j'aimerais une démocratie directe, ce qu'on peut appeler une démocratie directe, c'est-à-dire où tous les citoyens votent toutes les lois. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué à mettre en place, on en parlait hier notamment avec une informaticienne qui disait que c'était compliqué par exemple d'employer le vote électronique parce que c'était
très peu sécurisée, on n'avait pas de méthode pour la sécuriser comme il faudrait. Et puis évidemment, on se dit qu'il y a beaucoup de lois à voter chaque année, que ce serait peut-être un peu compliqué à mettre en place, etc. De toute façon, il y a pas mal d'experts, je pense, qui aujourd'hui disent que malheureusement, on devra attendre encore bien longtemps avant de voir ce type de démocratie, donc on a envie de dire que c'est pas pour aujourd'hui. En admettant qu'on abandonne l'idée d'une démocratie directe par désespoir ou simplement parce qu'on se dit que c'est compliqué, que c'est trop dur pour le moment d'obtenir ça, c'est vrai qu'on pourrait simplement imaginer une autre type de démocratie représentative. Notamment, je constate souvent que nos élus nous parlent de comparaison entre l'État et une grosse entreprise. On nous dit souvent que l'État c'est une grosse machine, une grosse entreprise qui doit faire des profits, enfin qui doit générer des richesses pour continuer à se développer, soutenir des grands projets d'urbanisme, etc., pour trouver des marchés, etc., pour se développer, faire de la richesse et continuer à prospérer, faire de la croissance, etc. En admettant qu'on pousse la démonstration, qu'on pousse la comparaison entre l'État et une grosse entreprise. Vulgairement, oui, je sais que c'est pas ce genre de truc que vous avez envie d'entendre peut-être, mais vulgairement, une grosse entreprise, il y a des grosses entreprises au niveau international qui fonctionnent comme des États, qui ont des volumes financiers qui sont comparables au PIB des États. Admettons qu'on ait donc cette grosse entreprise, c'est l'État. On a des actionnaires normalement dans une grosse entreprise. En l'occurrence, ici, les actionnaires, les propriétaires de l'État français, c'est nous, en l'occurrence. Ce sont les citoyens, on est tous propriétaires de l'État français, en fait, ici. Et quelque part, dans une grosse entreprise, ce sont pas les grands patrons, ce ne sont pas les PDG qui dirigent. En fait, ils vont diriger au sens journalier du terme, mais ce sont les actionnaires qui vont définir effectivement un programme, qui vont définir des ambitions, qui vont définir des points de vue et des sens vers lesquels aller. Et ce sont en fait les dirigeants qui vont faire en sorte que la vision des actionnaires se réalise. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer ici un schéma un peu identique, où puisqu'on est dans une démocratie représentative, simplement choisir nous-mêmes effectivement un programme, choisir nous-mêmes des lignes directrices, et après essayer de trouver, toujours à travers les élections, des gens qu'on estime capables de réaliser notre programme à nous. Et pas simplement choisir des gens à travers un programme que eux ont défini. Ok, on essaie de vous répondre là-dessus, sur cette comparaison État-entreprise, citoyen-actionnaire. Je vais juste saisir la fin, je vous trouve pas assez ambitieux sur ce coup-là. Ouais, je sais. Il ne s'agit pas de choisir des gens qui seront à même de mener de la meilleure manière les projets que vous avez en tête. Il s'agit de se retrousser les manches et de se mettre au boulot, quoi. Encore une fois, le politique, c'est chacun d'entre nous, quoi. Les représentants sont là pour faire... alors je vais parler d'un niveau très local, un niveau national. C'est la question, c'est au niveau national, c'est ça, hein. Ouais, je vais te laisser la parole. Il peut nous rester une dizaine de minutes là. On n'est pas obligé de répondre ici, hein, ça peut aussi se faire. La discussion peut aussi se faire dans la salle. Bonsoir tout le monde, donc Cédric, de Vora 2017, je voulais répondre à la question sur la portée de l'expérience de Saillant au niveau national. Du coup, ça va mieux comme ça, je pense. Déjà, la première chose, c'est que ça n'a jamais été fait de porter la démocratie à un tel niveau. Donc la démocratie athénienne, c'était 6000, les expériences en Italie, c'était pas nombreux, donc déjà, on ne peut pas dire comment le faire. Après, il y a plein d'hypothèses, de mouvements qui proposent des solutions pour arriver à porter cette même expérience au niveau national. Donc, par exemple, Ma Voix, qui propose de tirer au sort des personnes qui vont obligatoirement représenter les volontés du peuple. Il y a donc le Styx, qui est un moyen. Il y a Parlement et Citoyens, un site aussi qui permet de mettre au pouvoir en fait, les citoyens. Il y a énormément de possibilités, mais il faut les trouver, comme disait Tristan. Donc voilà là-dessus. Moi, ma question, je
dirais, pour Tristan, c'est quelles sont les limites, quels sont les problèmes, justement, de ce système assaillant. Je propose qu'on prenne tout de suite dans la foulée une autre question, s'il y a des questions comme ça précises, ce qui permettra éventuellement de répondre en même temps à plusieurs questions. Question précise. Oui, question précise. Si... Pour toi aussi. Et puis ensuite. Alors, une question au fond. Moi, j'ai une question précise sur Saillant. Est-ce que vous avez... comment vous gérez le problème de la disponibilité des gens pour participer à toutes ces réunions publiques et est-ce que toute l'animation aussi que ça représente, c'est un coût pour la commune ou est-ce que ça a posé problème de mettre les moyens aussi sur l'animation et sur toute la dimension participative? Ok, merci. Je crois qu'on a encore une autre question. Non, déjà, on va faire 3 là. Sinon, après... C'est pour toi, Tristan. Ouais, après vous allez me les rappeler. Alors du coup, la troisième question répond à la première, et je vais répondre du coup à la deuxième. Du coup, juste pour dire, le principal problème qu'on peut rencontrer, c'est effectivement l'indisponibilité ou la disponibilité des habitants. Mais je crois que le principal problème est encore plus profond que ça. Je crois qu'on est confronté à une espèce de rouleau compresseur qui a mis dans l'impuissance la plupart des habitants. Quand je dis habitants plutôt que citoyens, parce qu'il peut y avoir une espèce d'échelle qui ne me plaît pas tellement. Et du coup, l'habitant lambda a acquis qu'il était impuissant face aux difficultés qu'il pouvait traverser. Et que donc, du coup, heureusement, des experts et des super élus étaient en mesure de le faire sortir de cette forme d'impuissance. Et du coup, on a une présence médiatique qui nous matraque et qui du coup incarne cette thématique-là et qui revient sans cesse. On a eu une éducation qui nous a formatés à ça. Moi, j'ai toujours cru que c'était celui qui était sur l'estrade qui avait raison. C'est pas moi. Moi, je suis une tête vide, c'est la tête pleine. Et donc, du coup, le savoir va aller dans ce sens-là. Donc, je crois que ça, c'est la principale difficulté, assaillant comme ailleurs. Même assaillant. Les gens n'ont pas encore complètement intégré le fait qu'ils étaient en mesure de sortir de leur impuissance. Voilà. Donc, on a à se battre tous les jours face à ça. Et effectivement, une vraie loi du travail qui irait vers une baisse du nombre d'heures de travail hebdomadaire permettrait effectivement de consacrer du temps à la vie de la cité. Mais ça, c'est un autre problème. Je crois que c'est un thème d'actualité un peu, ça aussi. Du coup, il y avait la... Loïc, je voulais rebondir maintenant sur Oui, ce thème-là. je voudrais renchérir encore sur Tristan. Effectivement, l'un des effets les plus massifs du néolibéralisme, je renvoie à des tas de réflexions là-dessus, c'est d'avoir laissé penser que les solutions aux problèmes, les problèmes des gens étaient individuels, que chacun était responsable individuellement de sa situation, et en disqualifiant ce que pouvait être l'action collective, c'est-à-dire la capacité à s'organiser ensemble pour porter des problèmes ou des solutions. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, avec lequel il faut aujourd'hui rompre, si on veut, un petit peu libérer les énergies citoyennes. Il y a un très bon livre d'un politiste américain qui s'appelle Benjamin Barber, qui dit comment le capitalisme a transformé les citoyens en consommateurs. Et effectivement, cette idée qu'on était à la fois consommateur et responsable exclusif, alors il peut y avoir aussi une responsabilisation qui se fait au niveau de l'individu, mais c'est quelque chose d'incroyablement puissant. Et puis une chose sur laquelle n'a pas insisté Tristan, parce qu'il n'a pas dit quel était son rôle dans le dispositif de Saillant. En fait, il fait partie du conseil des sages, c'est-à-dire qu'il y a le conseil municipal, collégial, et puis un conseil de sages qui réfléchit en permanence au processus et qui essaye de trouver des solutions nouvelles aux problèmes rencontrés. Donc il y a une réflexion méthodologique extrêmement importante. Et derrière toutes ces initiatives, il y a quand même une chose qui ressort, c'est qu'on a besoin de méthodologie, on
a besoin, ça s'improvise pas. Il faut des animateurs, tu as insisté là-dessus. Il faut des professionnels de la concertation. Moi, je dirige un master d'ingénierie de la concertation parce que je suis convaincu, d'un certain point de vue, que ça n'est pas aux élus d'organiser. Alors, l'exemple de Saillant étant un peu, un peu paradoxal, mais que c'est pas aux élus d'organiser la participation, mais qu'il faut des intermédiaires pour le faire. Et ça, c'est quelque chose sur lequel vraiment je voudrais insister. Juste, tout le process part de l'intérêt individuel à l'intérêt collectif. Toutes nos méthodes sont basées là-dessus. C'est-à-dire que l'entrée est individuelle. Il ne faut pas nier cette dimension-là. Si vous niez que les gens viennent du coup dans une réunion défendre autre chose que leur intérêt personnel, vous passez totalement à côté de tout processus participatif. Ça n'existe pas. Lorsqu'on vient dans une réunion, on vient défendre quelque chose de personnel, d'accord ? Sauf que du coup, avec le processus d'animation, assez rapidement, on passe de l'individuel au collectif. Et là, on s'aperçoit qu'on a des problématiques partagées. Et là commence du coup à se mettre en place un processus de lien et de recherche collective de solutions à ces problématiques partagées. Et il me semble que là, on déconstruit du coup ce message qu'on nous a inculqué depuis notre naissance presque. Voilà. Donc tout le process est là-dessus. J'ai bouffé la troisième question, j'en suis sûr, je n'arrive pas du tout à m'en rendre. Le financement. De ce temps d'animation spécifique. Tous les animateurs sont des animateurs volontaires qui n'avaient jamais fait d'animation de leur vie avant. Et qui ont eu un temps de formation de 3 heures. Ça, c'est l'excellente nouvelle. Hein. Alors, mais c'est un peu vrai, Loïc, c'est un peu vrai. Donc moi, je propose une conférence articulée, c'est-à-dire que je viens présenter l'expérience de Saillant. Je viens raconter une histoire, je viens pas apporter la bonne parole, je viens juste raconter une belle histoire. Et ensuite, je propose le lendemain 3 heures de formation, et ensuite 3 heures de construction d'une première réunion publique, et je forme les animateurs sur cette base-là. C'est exactement ce qui s'est passé à Saillant. J'étais le seul, en fait, moi j'ai un peu les outils, parce que du coup c'est mon boulot d'éduc-pop, les autres, personne d'autre ne les avait dans le village. La première réunion publique, qui a été le départ de toute l'aventure, je n'étais pas là, je bossais. Donc j'ai formé 10 personnes qui n'avaient jamais fait d'animation de leur vie, en 2 fois 3 heures. Après, il y a un peu de centrage, il y a des choses à voir, mais aujourd'hui, on continue à tourner avec des animateurs volontaires, je vous dis, qui n'ont que seule formation, les quelques heures qu'on peut leur donner tous les 3 ou 4 mois, et ces gens-là s'en sortent. Voilà. Donc, encore une fois, c'est, si vous disiez, ah bah chouette, dans mon village, dans mon quartier, j'ai pas d'animateur, donc c'est pas possible, je peux pas y aller, c'est une mauvaise raison. Voilà. C'est une mauvaise raison pour pas y aller. Moi, je vous propose qu'on prenne encore quelques interventions dans la salle rapidement, et puis ensuite on clôturera, sachant que après, on pourra aller discuter au bar, et discuter de façon individuelle, et on pourra prolonger la discussion et le débat en plus petits groupes. Je m'appelle Muriel. Je voulais vous demander, est-ce qu'on ne pourrait pas parler plutôt de démocratie citoyenne active, compte tenu de, par exemple, des citoyens qui se mobilisent pour des grands projets industriels inutiles, le Lyon-Turin, le stade de Dessines, ou alors qui se mobilisent contre des grands projets européens comme le TAFTA, c'est-à-dire des traités d'alliance transatlantique. Moi, contrairement à Tristan, je suis pour démocratie citoyenne active. Je trouve ça très bien. Moi, je suis pour les déclinaisons de la démocratie. Effectivement, ça renvoie à une des dimensions de l'expérience démocratique, mais il y en a d'autres. Moi, j'utilise beaucoup la notion de démocratie délibérative, mais qui renvoie à une autre réalité de la démocratie, démocratie contributive, démocratie d'interpellation, c'est encore autre chose. Voilà, moi, je suis pour. Il faut les multiplier, les déclinaisons. Parce que, effectivement, ça ne renvoie pas ni aux mêmes activités, ni aux mêmes expériences. Jusqu'à l'avènement de la véritable démocratie, on est d'accord. Il y avait par là, je crois, juste devant, là, ici. Micro.
moi, c'est peut-être la dernière question, donc on va essayer de faire un petit instant un peu triste. Qu'est devenu l'ancien maire? Est-ce qu'il arrive à manger à sa faim? Est-ce qu'il boude? Est-ce qu'il vient en réunion? Est-ce qu'il vient en réunion? Est-ce qu'il vit en réunion? Est-ce qu'il a changé de village? Est-ce qu'il a pris le pouvoir dans un autre village? Alors il faut que je vous la raconte courte. Ouais, non, je peux pas vous raconter cette histoire-là, ça va être trop long. Ça a été la descente aux enfers politique en fait pour lui. C'est que derrière, il a tout perdu. Donc il a perdu les municipales. Ensuite, il a réussi à se retrouver vice-président tout en perdant les municipales. Il a réussi à se retrouver vice-président de la communauté de communes. J'ai 3 minutes ou pas? Ouais. Juste pour vous raconter un petit peu comment ça fonctionne, vous savez comment ça fonctionne, hein, mais... Donc on gagne les élections, d'accord? C'est Vincent qui gagne les élections. L'autre, le méchant, c'est François. Le gentil, c'est Vincent. Donc Vincent gagne les élections. Le méchant, François, a été vice-président de la communauté de communes, enfin voilà, il avait une délégation. Voilà. Donc les élections municipales arrivent, Vincent gagne, François perd. 3 semaines après, première réunion du conseil communautaire. Et là, du coup, on se retrouve avec un poste de président, un candidat, 6 postes de vice-président, 6 candidats. Bizarre, non? Les gens se sont concertés avant ou comment ça s'est passé du coup c'est quand même assez merveilleux du coup. Voilà, on est dans une espèce de stratégie de coopération. Du coup, on ne se fait pas concurrence, c'est magnifique. Et 7e poste de vice-président, 2 candidats. Ah merde. Alors c'était celui de Vincent, le 7e poste, hein, du coup. Hein. Et devinez qui était en face? François, voilà, c'est ça. Donc Vincent et François se retrouvent du coup 3 semaines après les élections sur un poste de vice-président. Là, on se dit, pas d'inquiétude, suffrage universel quand même à parler, 3 semaines avant. Il peut y avoir du coup des problèmes d'amnésie, mais globalement, c'était quand même pas il y a très très longtemps, donc on va dire que c'est pas possible. Si. Mais à plat de couture, hein, 48 voix contre 10, hein, quelque chose comme ça. Donc du coup, c'est François qui est réélu comme vice-président, alors qu'il vient de perdre des élections face à Vincent. C'est énorme. Et ben c'est légal ça, vous voyez, c'est des élections indirectes, hein. Donc du coup c'est les conseillers communautaires qui votent entre eux et qui se choisissent entre eux, voilà. Et d'une manière totalement détachée avec le suffrage universel qui vient juste de parler. Donc du coup ce monsieur, voilà, du coup tragédie grecque, là du coup je rentre vraiment pas dans les détails parce que ça va vraiment être long, mais du coup en fait il faut revoter, il finit par perdre ce mandat-là. Vincent n'est toujours pas vice-président, c'est un autre. Qui est vice-président. Donc du coup, annulation des élections, un poste de président, 6 postes de vice-président, un poste de vice-président, un candidat, 6 postes de vice-président, 6 candidats, 7e poste, Vincent se présente, pas de bol, il y a encore un mec en face, quoi. Un mec d'une toute petite commune dans la Comcom. Et ce mec-là gagne. Voilà. Donc voilà, pour raconter un petit peu l'histoire du coup du mouvement démocratique et de comment se vit la démocratie aussi dans les communautés de communes, qui sont en train de prendre toutes les compétences, hein, la plupart des compétences. Hein. Donc ça c'est un véritable drame, me semble-t-il. Et donc du coup derrière il s'est présenté au conseil départemental, soutenu par Hervé Mariton. Ça vous dit quelque chose, Hervé Mariton? Voilà, nous on a Hervé Mariton quand même dans notre communauté commune. Ah ouais, on a entre la Clairette de Die et Hervé Mariton, enfin c'est quand même pas rien. Hein. Donc on a ce personnage qui est là. Et du coup, il se présente sur la commune de Hervé Mariton, où Hervé Mariton est passé 4 dernières élections municipales, il est passé au premier tour. Hein. Et ben, il perd. Il y a un 2e tour entre une liste PS qui n'a aucune chance et une liste républicain. Oui, François est passé des républicains, du modem aux républicains entre-temps. Sans doute, tout le monde a le droit de changer hein, aussi, hein, tout le monde a le droit d'avancer dans ses idées. Et du coup, il perd, incroyable, sur le territoire d'Hervé Mariton, là où la droite est reine depuis qu'il est là, ça fait très longtemps qu'il est là, 4 mandatures, vous vous rendez compte, il perd au 2e tour. Il se présente au sénatorial, vous imaginez bien que là au sénatorial c'était plus du tout de son niveau, et il perd ça aussi. Il n'a aujourd'hui plus aucun mandat. Voilà. Et donc du coup le seul rôle qu'il joue c'est de venir tous les 2 mois au conseil municipal. On faisait un conseil municipal tous les mois, mais on s'est aperçu que ce n'était pas l'instance la plus intéressante. Donc maintenant on en fait un tous les 2 mois. Et il vient juste siéger au conseil municipal et il joue son rôle de... Il est capable de se représenter dans 4 ans, le vilain. Il est rentier, hein, du coup, en termes de... Enfin, on n'est pas très inquiet pour lui, parce que du coup, financièrement, ça se passe bien, je pense. Moi, je vous propose qu'on
qu'on arrête là sur le temps formel de cette discussion, de façon à ce que les uns et les autres puissions aller nous rafraîchir, surtout vous, et puis prolonger la discussion dans un contexte plus informel. Juste si vous voulez conquérir votre village, alors du coup là je suis complet jusqu'au mois de juillet, mais à partir de septembre du coup je peux réintervenir chez vous, voilà, ou dans votre quartier si on est à Lyon. Voilà. Donc vous prenez rendez-vous tout à l'heure. Vous allez sur la page Facebook, pour l'instant c'est la seule endroit où Merci à vous.